Bonjour Aurélie. Bonjour Charles. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots en nous expliquant ton domaine d'activité, ton Bien sûr, parcours et pourquoi tu es là aujourd'hui? bien sûr. Donc, je m'appelle Aurélie, je suis directrice d'une agence de soutien scolaire. Je suis préceptrice aussi, donc je donne des cours particuliers à domicile à des élèves. Aujourd'hui, je suis là pour discuter donc de la réussite scolaire qui est accessible à tous. Et si j'ai choisi ce métier-là et ce domaine-là, c'est parce que à l'école, j'étais pas forcément parfaite. Ça me plaisait pas forcément toujours, mais plus j'ai grandi, plus j'ai évolué, plus j'ai compris qu'il y avait plein de méthodes qui pouvaient nous aider à devenir de bons élèves et qui permettaient d'aimer l'école et de réussir. Alors, tu étais quel genre d'élève? J'étais un peu le genre d'élève qui, en fait, avait peur de mal faire, qui, du coup, faisait un petit peu le minimum, ou alors j'avais l'impression de travailler, mais finalement, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. J'avais tendance souvent à m'y prendre à la dernière minute. Et puis petit à petit, j'ai compris que finalement, si on voyait l'école comme quelque chose d'intéressant, une ouverture d'esprit, si on prenait le temps d'apprendre autrement, en s'amusant principalement, parce que finalement c'était surtout ça moi qui me manquait, j'ai compris que finalement il y avait plein de choses qui me plaisaient. Donc, premier renseignement, on peut avoir un parcours scolaire un peu difficile ou laborieux, Ne pas être parfait, ne pas avoir l'élève qui a ne 20 pas sur être 20, l'élève modèle, c'est ça, et malgré tout, faire une carrière dans la pédagogie ou dans l'enseignement. complètement. J'ai envie de te poser une première question assez générale. Mhm. Comment est-ce que tu définirais le rôle de l'école? Le rôle de l'école. Alors, pour moi, le rôle de l'école, ça va être d'apprendre d'une part les notions fondamentales, donc apprendre à parler, à compter, mais de mon point de vue, ça va être surtout apprendre à vivre en communauté, se sociabiliser, apprendre à avoir confiance en soi, donc apprendre à aller vers les autres, à prendre la parole, à donner aussi son point de vue, et puis apprendre à réfléchir, à développer sa culture générale, et tout ceci en fait pour devenir adulte et puis rentrer dans la vie active. D'accord, donc tu mets le doigt sur une notion intéressante qui est la socialisation. Oui, Donc tout à l'école fait. aurait ce rôle, entre autres, de socialiser l'élève. Mhm. Est-ce que ça signifie que les méthodes, par exemple, d'instruction à la maison, on sait que certains parents préfèrent instruire eux-mêmes leurs enfants à la maison Mhm. plutôt que les envoyer à l'école. Est-ce que de ce point de vue-là, tu établirais une différence et si oui, à quel niveau? Alors, j'établis une différence parce qu'effectivement, sur un cours particulier avec un enseignant et un élève, on va avoir un enseignant qui va être là pour s'adapter uniquement aux besoins d'un seul élève. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une facilité par rapport à l'élève, par exemple un élève qui va avoir peur de se tromper en classe ou peur de prendre la parole devant plusieurs élèves. Cet élève-là sera plus à l'aise en cours particulier parce que forcément, il y aura cette intimité qui fera qu'il aura moins peur de prendre la parole. Maintenant, un cours particulier joue aussi son rôle, je trouve, dans la sociabilisation d'un élève. C'est-à-dire qu'un élève qui va se rendre compte qu'il est capable de réussir, d'avoir des qualités, d'avoir des talents, va forcément se sentir plus en confiance et donc ça va forcément l'aider dans son rôle de personne, on va dire, au sein de la société. De mon point de vue, en tant que directrice en plus d'organismes de soutien scolaire, on explique toujours aux parents et aux élèves qu'il y a quand même une grosse différence entre l'enseignement particulier et l'enseignement en classe. C'est-à-dire qu'en classe, l'enseignant ne va malheureusement pas pouvoir s'adapter à 20 ou 30 élèves. Nous, en tant que précepteurs, on a la chance effectivement d'être avec un seul élève à la fois, de connaître son environnement personnel et donc de pouvoir réellement l'aider en fonction de ses besoins spécifiques. Donc, je n'irai pas vraiment dire que l'école va mal. Après, il y a des méthodes à améliorer. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de classes qui s'ouvrent, par exemple des classes qui se basent sur les neurosciences, des choses comme ça, pour aider vraiment à comprendre le fonctionnement du cerveau et donc améliorer les méthodes pédagogiques, enfin les adapter davantage pour que les élèves progressent. Mais de mon point de vue, je ne dirais pas que tout va mal. Comment est-ce que tu intègres là-dedans le rôle du parent? Alors le parent a un rôle primordial
là-dedans, puisque c'est quand même lui qui va donner, on va dire, l'envie et la motivation à son enfant de réussir. On a souvent cette discussion-là justement avec les parents en leur expliquant qu'ils doivent être absolument bienveillants envers leurs enfants. Ils ont souvent tendance à traiter leurs enfants soit de démotivés, de feignants, voire même de nuls, hein, on l'a déjà entendu. Et c'est vrai que le parent joue un rôle primordial là-dedans, c'est-à-dire que aider son enfant à avoir confiance en lui, essayer de discuter avec lui pour comprendre aussi ce qui va bien, ce qui va mal, ce qui lui fait peur, ce qui se passe dans sa vie, surtout à des périodes comme l'adolescence par exemple, où on se pose beaucoup de questions et où on essaie de créer, on va dire, sa propre identité. Donc c'est pour ça que dans nos rendez-vous, par exemple, nous, quand on rencontre une famille, on va toujours rencontrer l'élève avec son parent. Et c'est pas anodin, justement, c'est parce que le parent va être vraiment la personne qui va pouvoir aider l'élève à évoluer et à progresser. Ce à quoi on s'intéresse en priorité, c'est vraiment l'environnement de l'élève, puisqu'on sait qu'il va être déterminant, effectivement, en ce qui concerne la progression dans les apprentissages. Donc, ça va être être capable de discuter avec ses parents, vivre dans un environnement où on se sent bien. Donc, ça peut être une famille qui se déchire, un divorce, un deuil. Ça peut être un enfant qui a des problèmes psychologiques, des troubles cognitifs. Enfin, ça peut être vraiment varié, hein. Ça peut être plein de choses différentes. Mais effectivement, le rôle du parent dans cette facilité des apprentissages va être de veiller à ce que l'enfant évolue dans un cadre où il se sent bien, où il se sent épanoui. Donc il y a effectivement une partie de bienveillance au quotidien, mais il va y avoir aussi toute une partie, je dirais presque psychologique finalement, où on va s'intéresser vraiment au bien-être de l'élève. Est-ce qu'il a besoin par exemple de consulter un psychologue, un coach pour l'aider à se remotiver, des tas de choses comme ça. Comment tu définirais le mot réussir sur le plan scolaire? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Alors réussir, on a souvent tendance à s'imaginer que c'est avoir 20 sur 20, avoir les félicitations et être le meilleur élève. De mon point de vue, réussir c'est avant tout être épanoui. C'est-à-dire, c'est avoir un élève en face de soi qui est content de se lever tous les matins pour aller dans la classe qu'il souhaitait intégrer. C'est avoir un élève qui est content d'apprendre, qui s'amuse en apprenant et qui ne voit pas ça comme une obligation terrible chaque jour. Et c'est surtout avoir un élève qui comprend pourquoi il est là, qui est déjà acteur de ce qu'il est en train de faire et qui comprend surtout que tout ce qu'il est en train de faire, il le fait déjà pour sa vie future et qu'il est en train de construire son avenir. On va avoir effectivement plusieurs façons d'enseigner, donc on le voit déjà actuellement dans toutes les classes d'ailleurs, hein, selon les enseignants. On va avoir des enseignants qui vont plus avoir des techniques où ils vont d'abord faire la leçon et puis les élèves vont ensuite devoir faire des exercices en ayant, on va dire, compris directement la leçon. Il y a aussi d'autres possibilités qui sont, à mon goût, un peu plus, peut-être un peu plus adaptées aux élèves. Ça va être de commencer par quelques exercices, voir ce qu'on sait déjà, faire le point sur les talents de l'élève pour le mettre aussi en avant justement. Et puis petit à petit, avancer sur la leçon et voir que finalement on a appris de nouvelles notions. On va avoir aussi toutes les techniques qui m'intéresse davantage, on va dire, sur par exemple les neurosciences et les avancées les connaissances que nous avons sur le fonctionnement du cerveau. Donc comprendre que le cerveau est en constante évolution et puis que chaque jour on peut apprendre de nouvelles choses. Donc essayer de comprendre pourquoi on bloque sur, par exemple, la dyslexie. On ne va pas être capable de lire telle lettre ou telle lettre, mais c'est tout simplement parce que le cerveau reconnaît certaines choses et pas d'autres. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Ça me fait penser à ce qu'on appelle le modèle transmissif, qui est un peu le modèle traditionnel où c'est l'enseignant qui est au centre, l'enseignant qui incarne le savoir et donc l'élève qui s'adapte à cet enseignant, et le modèle plutôt maïeutique qui d'ailleurs fait référence à la méthode de Socrate, qui était en fait de poser des questions pour que ce soit l'élève lui-même qui trouve la réponse. L'enseignant a alors un rôle plus suggestif. En fait, il ne transmet pas directement, mais il donne l'occasion de faire comprendre à l'élève.
Donc si je comprends bien, toi, c'est plutôt une approche comme ça que tu valoriserais, une approche oui. où l'élève serait plus impliqué, plus investi, et où le professeur serait peut-être, sinon en retrait, mais du moins plus dans un rôle d'accoucheur plutôt C'est que de ça, transmetteur. c'est ça. Ça rejoint un petit peu l'idée de la précédente question où on expliquait qu'effectivement l'élève devait devenir acteur en fait de sa scolarité pour construire en fait son avenir. Selon toi, quels sont les principes les plus importants à respecter pour favoriser l'apprentissage? Alors le premier pour moi ça va vraiment être connaître l'élève, c'est-à-dire donc c'est très large hein, comme réponse mais ça va être vraiment le prendre en compte dans son environnement, connaître son parcours scolaire, son parcours familial aussi, connaître ses centres d'intérêt, parce que ça aide beaucoup aussi à adapter les apprentissages en fonction de l'élève. Donc ça va être vraiment le premier point important. Donc ensuite, ça va être valoriser l'élève. Donc ça va être d'abord mettre en avant ce que l'élève sait faire, pour lui montrer qu'il est capable de faire beaucoup de choses, et lui donner des objectifs atteignables pour l'accompagner au fur et à mesure en fait, sur son parcours et lui montrer qu'il y a une progression qui se fait. C'est vraiment ces bases-là, basées sur finalement la bienveillance et la confiance aussi entre l'enseignant et l'élève. Voilà, valoriser la réussite et non pas seulement pointer l'erreur. Tout à fait. Puisqu'on sait que justement, en félicitant un élève, on le met dans un climat de confiance qui va le motiver. Hein. Je pense qu'on parlera un petit peu tout à l'heure de la motivation. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'essentialisation qu'on peut faire parfois de manière très maladroite de certains élèves en disant il est mauvais dans telle matière, comme si c'était inné ou comme si c'était génétique. C'est la fameuse phrase de la maman ou du papa qui dit mon enfant est nul en maths parce que de toute façon dans la famille on est tous nuls, comme si ça s'héritait par le sang. Tout à fait. Alors comment tu analyses toi cette manière de voir et en quoi est-ce qu'elle te semble fausse? Alors, je l'analyse de façon un petit peu défaitiste, un peu fataliste, parce que effectivement, être nul en maths, en anglais ou en français, ça ne se transmet pas de père en fils ou de mère en fille. On peut effectivement remédier à tout ceci en ayant les bonnes méthodes. Et en tant que préceptrice, quand j'entends justement des familles qui me disent ça, on essaie de comprendre pourquoi ces parents étaient si nuls en maths, pourquoi ce qui se passait pour eux et ce qui se passe à l'heure actuelle pour leur enfant. Et en général, on s'aperçoit bien souvent qu'il y a soit effectivement donc cette peur de l'erreur qui revient souvent sur le tapis. Il y a aussi le feeling qu'il peut y avoir avec le prof en classe aussi. Dernièrement, j'ai encore eu une élève qui me disait mais ça se passait très bien jusqu'à l'année dernière et puis ensuite j'ai eu cette prof que je détestais, avec qui je ne m'entendais pas et depuis je suis devenue nulle en maths. L'aspect affectif joue énormément. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de toute manière, ça fait partie de la liste justement des piliers de l'apprentissage. Dernière chose à ajouter, ce qui pourrait aussi aider, je pense, les élèves qui s'imaginent être nuls parce qu'on leur répète, etc., c'est leur expliquer que peut-être ils sont butés sur une seule méthode, une seule façon de faire, qu'ils n'ont jamais essayé de faire autrement. Et peut-être qu'en changeant leurs habitudes, ils pourraient avoir de meilleurs résultats. Et c'est là justement qu'ils prendront confiance et qu'ils sortiront de ce cercle vicieux de défaite. Et là encore, le parent a un rôle puisque il peut arriver que le parent souhaite apporter de l'aide à son enfant, par exemple en faisant appel à un prof particulier. C'est un exemple parmi d'autres. Mais dès qu'il s'agit d'aborder des méthodes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on les voit tout de suite un peu réticents, un peu frileux, comme si il fallait changer les choses mais sans rien changer à la manière de faire. Il y a peut-être une éducation des parents à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors parfois, effectivement, ils sont réticents au début, pas tous. Il y en a qui se disent « pourquoi pas, ça change un peu ». On a certains parents, effectivement, par exemple, aider un enfant à retenir une leçon en musique ou essayer de travailler en extérieur en se promenant parce que l'enfant a besoin de bouger pour mieux comprendre, etc. On a certains parents qui vont être un peu plus réticents, mais finalement, quand on leur explique, qu'on leur présente la chose différemment et puis qu'ils commencent à voir un petit peu les résultats et l'enfant qui est remotivé, ils commencent en général à changer d'avis. Dans la motivation, les parents jouent un rôle primordial.
Après, il va y avoir aussi un autre facteur important, je pense, c'est que l'élève comprenne ce qu'il est en train de faire et pourquoi il fait ceci. Il est évident que si on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, qu'on va à l'école en vivant ça comme une obligation ou une punition, on est démotivé. Même nous, en tant qu'adultes... On est les premiers en tant qu'adultes à reconnaître que se lever tous les matins pour aller faire un boulot qui n'a pas de sens... Cela ne nous plaît pas. Voilà. Donc, tout à fait. Il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment pour les enfants, donc pour les élèves. Effectivement, donner du sens. Alors, qu'est-ce qui permettrait justement, à l'école en tout cas, hein, on va essayer de répondre pour l'école, qu'est-ce qui permettrait de donner du sens ou plus de sens à l'enseignement pour les enfants? Alors, pour les enfants, moi, ce que je mets toujours en avant, c'est vraiment l'idée d'apprendre de nouvelles choses, des choses qui nous intéressent, des choses qui vont nous aider dans le quotidien aussi, voir l'utilité du coup directe des apprentissages dans le quotidien, pouvoir discuter, interagir avec d'autres personnes, faire de nouvelles rencontres. Par exemple, les langues, c'est quelque chose qui nous ouvre sur le monde entier. Donc toujours avoir cet aspect, en fait, ce lien entre ce qu'on apprend à l'école et à quoi ça nous sert réellement dans la vie. Je pense que ça, c'est vraiment une motivation hyper importante pour les élèves. Deuxième chose, après, en ce qui concerne plutôt la démotivation, je ne sais pas si tu voulais en parler aussi, Si, mais c'est vrai qu'un élève qui, par exemple, enchaîne les mauvaises notes, n'arrive pas à comprendre quelque chose, une notion, et qui n'est pas forcément aidé, va forcément être démotivé. Et ce que les parents ont souvent du mal à comprendre et interprètent mal, c'est qu'ils voient souvent ce genre d'élèves plutôt comme des élèves qui ne s'intéressent pas, qui n'y arriveront pas, etc. Alors que finalement, c'est souvent ce genre d'élèves qui ont le plus besoin d'aide. Ce sont souvent des élèves qui travaillent beaucoup, mais finalement qui ne travaillent pas forcément efficacement. Et du coup, ce qu'ils font à la maison, leurs heures de travail ne leur servent pas forcément en classe. Du coup, j'aimerais bien aussi pointer du doigt ces élèves-là et que les parents peut-être réagissent et s'intéressent davantage à eux et essaient de trouver des solutions ensemble. Oui, essayer de comprendre plutôt que de condamner. Exactement. En tout cas, dans un premier temps, la compréhension. On entend souvent dire les parents, à juste titre, t'es pas motivé pour faire tes devoirs, mais t'es motivé pour aller sur Snap ou je ne sais quoi pour sortir avec tes copains. Le fait est que c'est vrai, mais parce que dans un cas, on y trouve un intérêt et dans un autre cas, on n'en trouve pas. C'est ça. Donc si on veut rendre possible l'apprentissage, plutôt que de vouloir forcer l'élève à s'intéresser, ce qui est un contresens, puisqu'on ne force pas quelqu'un à s'intéresser, on peut le forcer à faire semblant de s'intéresser. Et là, on rentre dans des problèmes un petit peu plus importants. Mais si on trouve de quoi intéresser un élève sur une matière ou une leçon, on sait que de lui-même, il ira. On n'aura pas besoin de le forcer, ce sera naturel. Voilà. Alors ça, est-ce que finalement, c'est pas un peu le privilège du professeur particulier de pouvoir recourir à des techniques qui vont permettre à l'élève de s'intéresser plus qu'en classe où finalement le cours est le même pour tout le monde? Si, complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a la chance, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se compare réellement aux enseignants les enseignants de l'éducation nationale qui sont en classe, parce que justement, nous, en tant qu'enseignants particuliers, on a ce privilège-là de pouvoir adapter complètement nos méthodes au centre d'intérêt de l'élève, à ce qui lui fait plaisir, à ce qui le motive, à ce qui lui donne envie. Et c'est aussi pour ça, évidemment, que les cours particuliers fonctionnent, puisque si l'élève est intéressé, éprouve du plaisir, etc., c'est ce que tu disais, forcément, il va apprécier et puis il va forcément davantage se tourner vers la matière. Est-ce que tu as le souvenir, toi, dans ton parcours scolaire, d'un professeur ou d'une matière qui t'a personnellement motivé, personnellement intéressé, qui a fait que ça t'a fait aimer la matière ou la leçon, le chapitre, enfin peu importe ce que tu as étudié à ce moment-là? Complètement, complètement. Alors c'était J'ai quoi? un souvenir d'une professeure d'allemand, donc en plus une langue en général que beaucoup de monde n'aime pas. Avec handicap. C'est ça, mais une prof merveilleuse qui justement, alors une fois de plus, on était en classe, mais c'est vrai qu'on avait la chance d'être dans un petit effectif. Et du coup, elle adaptait complètement tous ses cours à chaque élève. Quand un élève ne comprenait pas, elle le prenait à part pour essayer de voir ce qui n'allait pas, ce qui se passait mal, etc. Donc c'est vrai que cette prof m'a motivée et a su me montrer qu'effectivement, que lorsqu'on travaillait un petit peu et qu'on essayait de comprendre justement ce qui n'allait pas,
on pouvait trouver des solutions et remédier à tout ça. Et comment s'appelait cette prof d'allemand? Madame Sain. Madame Sain. Oui. Bon, bah, Elle était allemande justement, donc en plus elle transmettait aussi sa langue natale, donc je pense qu'il y avait tout un contexte qui faisait que... Et tu pourrais lui passer le bonjour en allemand du coup? Ouf, je sais pas si je saurais encore le faire, ça fait des années que j'ai pas pratiqué, mais en tout cas je pourrais dire Guten Tag, je pense, je sais même plus comment on le dit, je pense à vous. Ne me demande tu pas. Fais pas un peu d'allemand? Non. Je crois pas. Non, je m'y remettrai, c'est promis, j'aimerais bien m'y remettre. On passe le bonjour à nos anciens enseignants, en tout cas, qui ont compté, parce que qu'on ait été ce qu'on appelle bon élève ou mauvais élève, hein, on voit que ces formules-là sont très maladroites, puisque, comme on disait, hein, c'est pas inscrit en nous à la naissance, hein, si on sera un bon ou un mauvais élève, hein, ça dépend aussi en grande partie de l'environnement et de nous-mêmes. Mais beaucoup d'adultes parlent souvent d'un ou de plusieurs professeurs qu'ils ont eus dans leur scolarité, qui leur a fait aimer quelque chose ou qui les a fait s'éveiller à quelque chose. Et donc ça, c'est bien la preuve que, mine de rien, on peut dire tout ce qu'on veut de l'école, mais c'est rare qu'on n'en retienne pas quelque chose de positif. Tout à fait. Souvent, on a au moins un souvenir positif de l'école et rien que pour ça, on peut la défendre. Quels seraient, selon toi, les freins à l'épanouissement qu'on retrouverait à l'école? Alors, il va y avoir effectivement l'effectif qui joue énormément. Il va y avoir aussi le fait d'être dans une classe où on s'entend avec tous les élèves, où il y a une bonne ambiance. Hein, la cohésion de classe joue aussi beaucoup. Il va y avoir bien sûr le fait d'être dans l'établissement que l'élève a choisi, d'être dans la filière que l'élève a choisie, parce que ça aussi, bien souvent... un élève qui veut faire par exemple littéraire et les parents qui poussent pour faire S parce que ça ouvrira plus de portes, des choses comme ça. C'est très important, je pense que ça mérite qu'on développe un petit peu. Donc on rappelle que la filière, c'est la spécialisation qu'on choisit en classe de première. Alors parfois avant, si on part sur des filières non générales. Donc l'élève a 16 ans environ, hein, grosso modo, il doit choisir sa filière. Et ce dont tu nous parles, c'est un élève qui voudrait choisir telle filière, par exemple scientifique ou littéraire ou autre chose, et le parent, lui, force ou pousse vers une autre filière. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation-là et de ce que ça entraîne, hein, des conséquences que ça a sur l'élève? Complètement. Alors c'est vrai qu'on voit souvent des parents qui n'ont pas envie que leurs enfants partent dans une filière, alors... X ou Y, et disent à leurs enfants, bah non, moi je pense que c'est mieux pour toi d'emprunter telle filière parce que ça t'ouvrira plus de portes, parce que ça fera ceci, parce que ça fera cela. Alors on ne juge pas les parents parce qu'en général ça part d'un bon sentiment, c'est juste des parents inquiets qui ont envie de donner le meilleur à leurs enfants, mais finalement un enfant, un élève qui va se retrouver dans une filière qui ne l'intéresse pas, forcément il va être démotivé, il va se sentir mal en classe et il ne sera absolument pas épanoui. Donc ça, c'est vraiment un frein qui fait qu'un élève peut être complètement démotivé et ne plus travailler, puisque finalement, c'est comme si nous, en tant qu'adultes, on nous donnait un métier en nous disant « tu vas faire ceci parce que c'est ce qu'il te faut », tous les matins, on n'aurait pas envie de le faire. Donc c'est exactement pareil pour nos enfants. Beaucoup d'élèves de nos jours rencontrent des difficultés à l'école qui ne sont pas liées à l'apprentissage, mais plutôt à l'environnement scolaire. Et je pense notamment aux élèves qui subissent le harcèlement scolaire. Ça arrive d'ailleurs aussi bien aux très bons qu'aux très mauvais élèves, hein. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Et on sait que le harcèlement scolaire ou toutes les difficultés que peuvent rencontrer des élèves à ce niveau-là vont avoir un impact aussi sur, entre guillemets, la réussite. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Qu'est-ce que le parent peut faire pour remédier à cette situation auprès de son enfant? Qu'est-ce que pourrait faire également le personnel d'éducation dans les établissements? Est-ce que tu veux bien un petit peu nous parler de ça? Bien sûr. C'est vrai que c'est un point qui est important parce qu'on en voit souvent, malheureusement, des enfants, soit qui se font harceler par d'autres camarades, des moqueries, des choses qui sont assez différentes mais qui peuvent être très mal vécues. Donc, ce qu'on peut faire déjà pour éviter ce genre de choses, c'est justement d'avoir un œil toujours, d'être vigilant, voir s'il y a de gros écarts. Par exemple, un élève qui avait de bonnes notes et qui du jour au lendemain se retrouve avec de mauvaises notes, ou un élève qui aimait aller en classe et qui du jour au lendemain n'aime plus y aller ou traîne des pieds. Il y a déjà des petits signaux comme ça qu'il faut repérer. Et puis, un élève qui, par exemple, du jour au lendemain va avoir des problèmes, pour éviter ce genre de choses,
qui serait important et bien d'entretenir, c'est la communication. Malheureusement, là-dessus, il n'y a pas de secret. Des familles qui vont communiquer régulièrement. Alors, on peut par exemple instaurer des petits conseils de famille. C'est une petite astuce simple, mais qui permet de dire, par exemple, je sais pas, chaque premier jeudi du mois ou tous les 15 jours. Alors, il faut que ce soit un moment où tout le monde a envie de discuter aussi, forcément. Hein. Ça peut pas être... si c'est un jour où quelqu'un est triste, fatigué ou quoi que ce soit, il vaut mieux le reporter. Mais l'idée, c'est vraiment de tout le temps communiquer, de tout le temps avoir un lien sur ce qui se passe à l'école, comment ça va, tout simplement. Demander très simplement, très régulièrement, toi, comment tu vas? Je te demande pas quelle note tu as eue, comment ça se passe avec ton prof, quoi que ce soit. C'est toi, comment vas-tu, comment te sens-tu? Donc vraiment avoir ce fil conducteur. Je pense que le fil conducteur de la réussite scolaire, ça va être la communication avec sa famille, mais aussi avec ses enseignants. Parce que c'est vrai que quand on passe la plupart, pas la plupart du temps, mais une bonne partie de son temps dans un lycée ou dans un collège, les enseignants sont aussi témoins de certaines choses et donc peuvent aussi aider les élèves à mettre le doigt sur des problèmes autres que scolaires. Est-ce que tu veux dire un mot en conclusion, puisque la thématique qu'on a finalement le plus approchée dans cette petit entretien, c'est la thématique de l'épanouissement. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure? Pour conclure, j'aimerais dire à tous les élèves de partir serein. Un élève qui travaille à la maison, qui écoute en classe, qui est attentif, qui ne bavarde pas, qui met toutes les clés, on va dire, les clés ça n'existe pas, mais qui met tous les atouts de son côté pour réussir, n'a pas à s'en faire. Un élève qui fait des erreurs, c'est tout à fait normal, c'est même indispensable. Donc que les élèves aient confiance en eux, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils aiment faire, ne pas faire, ce qui les intéresse le plus, etc. Et qu'ils essaient d'avancer sereinement, qu'ils parlent avec leurs parents, parce que parfois eux aussi, ils peuvent être à l'origine d'une première discussion et ça peut engendrer sur une bonne dynamique familiale pour le reste de l'année. Et surtout qu'ils arrêtent de croire que l'école est une punition et qu'ils voient ça comme une réelle ouverture d'esprit et une chance. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Merci Charles.